de certains pays occidentaux. Vous voyez ce qui se passe ici, tout près de chez nous. Pourquoi ce silence? Est-ce que la communauté internationale ne voit pas les conséquences? Je vous dis que si ça continue comme ça, la guerre risque d'être généralisée dans la région. Parce que le peuple ne peut pas se laisser faire. Si le Rwanda continue à faire des conquêtes dans le territoire et dans notre pays, je sais qu'il va arriver même au Burundi. Parce qu'il est en train d'entretenir des jeunes réfugiés. Il les arme. Maintenant, il est en train de les aguerrir dans la guerre du Congo. Un jour, il veut venir au Burundi. Nous n'allons pas accepter la guerre généralisée. Nous savons son plan. C'est qu'il est en train de préparer quelque chose contre le Burundi. Et heureusement, les Burundais sont avertis. Si la communauté internationale le laisse faire, en tout cas, ici au Burundi, on ne va pas se laisser faire. J'appelle encore une fois la communauté internationale à prendre cela au sérieux. Nous avons une menace dans la région. Ce n'est pas le Burundi seulement. La Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, c'est à toute la région, c'est une menace. Si l'Est du Congo n'a pas la paix, la région n'a pas de paix. Ne pensez pas que c'est le Burundi seulement qui éprouve une menace. Les Sud-Africains sont en train de souffrir à l'Est du Congo. Est-ce que vraiment, vous voyez où se trouve l'Afrique du Sud? Mais l'insécurité à l'Est du Congo a des conséquences sur l'Afrique du Sud. N'est-ce pas, monsieur l'ambassadeur? Donc, c'est au point de vue sécuritaire, seulement nous avons cette menace à l'Est du Congo. Si vous laissez les choses se détériorer comme ils sont, sachez très bien que les conséquences seront néfastes. Et chaque pays va se débrouiller lui-même. Mais vraiment, moi, j'ai un plan que j'avais proposé à la région. Je sais que si ce plan était respecté, on serait en paix. Parce que vous savez, si le Rwanda justifie sa présence par la présence des FDLR, est-ce que ce n'est pas une question qui peut être résolue pacifiquement? Sacrifier le peuple congolais, tuer des millions de gens, sous prétexte qu'il y a une menace. Est-ce que cela ne peut pas être réglé sans verser le sang des innocents? Je sais que la RDC et le Rwanda peuvent s'entendre très bien sur la gestion de ce mouvement. Moi-même, je disais qu'il faut une coalition internationale de lutte contre les groupes armés étrangers à l'est de la RDC. Comme ça, ça va garantir le Rwanda et ça va aussi permettre au Congo d'entamer le processus de paix. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? C'est parce qu'il y a complicité. Sinon, si tous nous sommes d'accord de nous mettre ensemble pour combattre tout groupe armé étranger à l'est de la RDC, ça sera fini parce que ça va garantir le Rwanda. Ça va aussi permettre au Congo d'organiser son pays pacifiquement. Ça, c'est un. Si on parle de M23, moi, j'avais essayé de me mettre en contact avec les responsables du M23. Je leur ai dit, si réellement vous n'êtes pas des Rwandais, pourquoi vous n'acceptez pas de déposer les armes et emprunter le chemin de la paix? Comme vous êtes Congolais, vous aimez votre pays. Alors, à ce moment-là, ils m'ont dit, nous sommes d'accord, parce que je leur disais, aussi longtemps que vous n'êtes pas cantonné, on ne saura pas qui est Rwandais, qui est Congolais. Il faut d'abord aller dans la zone de cantonnement, comme ça les Congolais sont à part, et puis les Congolais vont entamer le processus de paix, et les Rwandais vont rentrer chez eux. Sinon, on va toujours vous considérer comme des Rwandais. Et ils m'ont dit, le problème c'est qu'on nous impose d'être cantonnés dans une zone invivable. J'ai envoyé mes officiers pour aller inspecter la zone. C'était la zone de Sabignon. Ils ont trouvé que la zone était invivable. Et j'ai proposé au gouvernement congolais de décider sur une autre zone. Le gouvernement congolais a accepté. Nous avons fait la reconnaissance de la zone de Lomangabo. On a envoyé les chefs d'état-major pour aller inspecter, voir si la vie est possible. On a trouvé que toutes les facilités étaient là. Et le M23 avait accepté d'aller dans le cantonnement. On avait mis en place tout le nécessaire. Mais au moment où on allait commencer le mouvement, ils reprennent les combats. Pourquoi? Alors que chez moi, d'ailleurs, ils avaient dit, si nous y allons, quelle est la suite? La suite,
c'est maintenant aller dans le processus de paix, les négociations de Nairobi. Et tout ce que vous réclamez, vous allez le réclamer pacifiquement. Ils avaient accepté. Et j'avais convaincu même le gouvernement congolais, souvenez-vous, le gouvernement congolais avait dit, s'ils acceptent d'être cantonnés, c'est qu'ils acceptent le processus de paix, nous allons les intégrer dans le processus de Nairobi. Le gouvernement congolais était d'accord. Mais quand ils reprennent le combat, comment négocier avec quelqu'un qui ne veut pas la paix? D'abord, pour négocier, il faut créer des conditions favorables aux négociations. La première chose, c'est le désengagement des forces pour ramener la confiance entre les partis en conflit. Que ce soit le Rwanda, que ce soit le RDC, il faut que d'abord, il y ait cessation des hostilités, que les forces se désengagent. Comme ça, on crée un climat de confiance. Les gens vont se parler sans inquiétude. Or, entre les États, comment s'effectue le cessez-le-feu, le désengagement? C'est que les forces dans notre pays vont se désengager et aller dans leur pays et ils vont entamer les négociations. C'est normal. Mais qu'est-ce qui manque? La communauté internationale est ici. Qu'est-ce qui manque sur les deux processus? J'avais proposé ce plan et la région avait décidé d'envoyer une force régionale pour d'abord sécuriser les citoyens congolais, mais aussi pour combattre les groupes armés étrangers. C'est cela la présence du Burundi en RDC. On est allé dans le sens de l'idéologie régionale. Quand nous sommes arrivés au Sud Kivu, vous êtes témoins. La paix et la sécurité a été ramenée. On a entamé le processus de réconciliation des communautés congolaises. Jusque maintenant, c'est calme.